Il y a une autre intervenante qui ne peut être avec nous aujourd'hui sur scène, mais là encore, on va pouvoir obtenir son témoignage via la vidéo, cette fois-ci via Zoom. C'est Elisabeth Damiani. Elle est juriste, formatrice pair en santé mentale et en addictologie au sein d'Alphapsy et parfois même au sein d'autres organisations comme l'œuvre Falleret. Bonjour Elisabeth. Tu m'as dit plein de choses quand on a préparé cet entretien ensemble et tu as eu une très belle phrase, une très belle expression, c'est faire voler en éclats ces frontières factices. Comment fais-tu ? Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de vivre dans mon métier de formatrice pair. Ce métier consiste à former des professionnels du secteur médico-social à une meilleure compréhension des troubles psy ou des addictions, en binôme avec un ou une formateur professionnel, sur un pied d'égalité et dans un esprit de co-construction. Ça, c'est une expression importante à retenir, la co-construction. C'est-à-dire que le formateur pro ne me fait pas juste gentiment une petite place à ses côtés dans une intervention déjà préparée, mais c'est que nous préparons ensemble cette intervention sur un pied d'égalité. Et ça contribue vraiment à faire voler en éclats, j'aime bien cette expression qui est peut-être un peu violente, mais la réalité est là, à faire voler en éclats les frontières et les stigmatisations. Alors, comment est-ce que tout ça a commencé ? Je me souviens, c'était en 2016, j'interviens pour la première fois avec la directrice d'Alphapsy, Frédéric Zimmer, que je salue au passage, qui découvrait comme moi, nous découvrions ensemble ce que c'était que cette co-animation avec un père et un professionnel. Et à la fin, on se fait, comme on a pris l'habitude de le faire depuis, un débriefing. Et je lui dis, écoute, je suis embêtée, j'ai l'impression que je ne trouve pas ma place. Et Frédéric réagit au quart de tour en me disant, mais c'est bien sûr, comme on peut dire, mais c'est bien sûr, on n'a pas préparé ensemble. Et on s'est mis à travailler. Et on a démonté son intervention et on a vraiment reconstruit une intervention à deux voix. Non pas une voix qui laisse la place gentiment à l'autre, mais vraiment deux voix sur un pied d'égalité. C'est ce que nous faisons aussi avec le GHU et Emmanuel Jouette. Et moi, j'apprends beaucoup, j'ai beaucoup appris à me positionner comme une professionnelle. Alors, à quel titre ? Le savoir que j'ai développé est un savoir expérientiel, tiré du fait que, d'une part, je suis guérie de la maladie alcoolique depuis plus de 20 ans maintenant, et vraiment guérie, tant et si bien que cette année, j'ai oublié de fêter mon anniversaire d'abstinence. Ça passe tranquillement maintenant. Et je suis rétablie sur le plan psychique puisque je vis avec des troubles psychiques, un traitement, mais de façon stabilisée. Un suivi qui dure encore, mais qui me permet de travailler, d'avoir une autonomie. Je vis en milieu ordinaire, comme on dit, seule, avec mon chat. En étant très bien entourée sur le plan amical, professionnel et familial. Et ce rétablissement m'a permis de mettre une distance entre mon histoire et moi. Le fait d'avoir mis cette distance me permet d'en parler comme si je posais un objet au milieu de la table qu'on regarde ensemble, les stagiaires, le formateur pro et moi. On regarde ensemble une histoire. Et de cette histoire, on peut tirer des enseignements. C'est le savoir de l'expérience, et c'est un réel savoir, au même titre que le savoir clinique ou théorique. Et ça commence à être reconnu, y compris sur le plan professionnel. Alors, j'ai dû me battre, je sais, j'emploie parfois des expressions un peu fortes, mais c'est la réalité. J'ai dû me battre pour pouvoir être rémunérée.
Non pas que Frédéric Zimmer et Emmanuel Jouette ne voulaient pas me rémunérer, la question n'était pas là, elles étaient parfaitement d'accord et ô combien. C'est la CAF qui a posé des problèmes, parce que je ne travaille qu'à temps partiel pour l'instant. Il me fallait pouvoir conserver mon allocation adulte handicapé. Et la CAF vous demande de déclarer vos revenus. Ce qui est normal, je considère ça comme étant parfaitement normal. Mais le temps que la CAF étudie vos dossiers, elle vous coupe vos allocations. Donc on se retrouve avec un frigo vide et un chat qui miaule parce qu'il a faim. Et ça, c'est juste pas normal. Donc j'ai pu, par différents moyens, en ayant épuisé tous les moyens de communication, je me suis finalement déplacée et j'ai rencontré un très jeune technicien à la CAF qui m'a dit n'y rien connaître, mais qu'il allait se renseigner et qui est revenu avec des solutions. Et au jour d'aujourd'hui, je perçois un salaire mensuel et mon allocation AAH à taux plein. Et je peux vivre. Et je me suis battue pour obtenir cela, pour moi, mais aussi pour tous les formateurs pairs que j'ai pu former et qui sont en quête d'une solution à l'égal de la mienne. Une solution viable. Une reconnaissance professionnelle, ça passe aussi par un salaire. Et la dignité de la personne passe aussi par le fait de pouvoir dire « je ne vis pas seulement de mes allocations ». Les allocations, c'est une forme de frontière aussi, une forme de stigmatisation. Emmanuel Jouette parle de cage dorée. Et c'est vrai, pour en sortir, c'est vraiment pas évident. Et il n'est pas confortable, contrairement à des idées reçues, de vivre avec des allocations. Donc mon métier de formatrice pair contribue vraiment à faire voler en éclats ces frontières. Ça veut dire aussi qu'il y a une prise de risque de ma part et de la part de mon binôme, formateur professionnel. La prise de risque consiste dans le fait, pour moi, de me dire je vais revisiter mon histoire avec distance, parce que sinon je ne pourrais pas le faire, c'est trop lourd. Et je vais la donner à voir pour permettre à d'autres de comprendre ce que c'est que de vivre avec des troubles psy ou avec une addiction. La prise de parole est toujours un risque. Aujourd'hui, en vous parlant, je prends un risque, celui d'être jugée, celui d'être mal comprise, celui au contraire d'être bien comprise et d'être appréciée. Je ne sais pas où ma parole va vous toucher ou pas. Je prends le pari qu'elle vous touche au bon endroit. Et mon binôme prend le risque, puisque je vis toujours, par exemple, avec des crises d'angoisse, qu'à la dernière minute, j'annule une formation où je demande à ne pas me déplacer parce que j'ai un trouble. Bon, aujourd'hui, c'est une rage de dents, ça n'a rien à voir avec les troubles psy. C'est pas marrant, mais ça, vous le savez tous, ça se connaît bien. Mais les organisateurs se sont adaptés au fait que je ne pouvais pas me déplacer aujourd'hui. Et je les en remercie. Emmanuel Jouette a dû une fois s'adapter au fait qu'une crise d'angoisse m'empêchait de me déplacer. Voilà, il y a une prise de risque réelle. Mais comme toujours, quand on travaille à deux, l'autre est autre. Il est différent, forcément, puisqu'il n'est pas moi. Et nous avons à nous adapter l'un à l'autre, l'une à l'autre, pour offrir ensemble une formation qui tienne la route et qui permette à nos stagiaires de se tirer vers le haut, de se remettre en question et de pouvoir mieux appréhender leur métier et les personnes qu'ils accompagnent. Et ça, c'est le fait de transformer la vie professionnelle du secteur médico-social, ça constitue pour moi aussi une façon de faire voler en éclats les frontières. J'ose dire que je participe à cela de par mon métier et j'en suis très heureuse. Sinon, je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire de prime abord.
Et puis, Elisabeth, il y a des autres points sur lesquels vous insistez, notamment l'importance de l'alliance thérapeutique. Oui, tout à fait. Alors, je suis toujours accompagnée par un psychiatre, puisque j'ai un traitement avec des psychotropes. Il me faut un spécialiste qui dose mes médicaments. Mais ce psychiatre a vraiment fait avec moi une alliance thérapeutique, en ce sens, je le vois tous les 2 mois. Si j'ai besoin, je peux l'appeler. Actuellement, je n'en éprouve pas de besoin. Et lorsque nous nous rencontrons, il me fait parler pour voir où j'en suis. Moi, mon grand souci, c'est que j'aimerais beaucoup baisser mon traitement médicamenteux. Parce qu'il a quand même des effets secondaires, et puis que c'est pas marrant de vivre avec un traitement de psy. Donc, je lui ai fait part de ce désir important. Et il m'a dit, pas de problème, on va y travailler ensemble. Voilà comment vous allez faire. Et il m'a donné la méthode pour baisser mon traitement, tout en me disant, si ça ne va pas, reprenez votre posologie habituelle. Et la balle est dans mon camp, à moi de gérer. Si je sens que mes troubles redeviennent trop importants, je reprends mes psychotropes à la posologie habituelle. Si je sens que je peux les baisser, je les baisse. Tout ça dans un climat de confiance absolue avec mon psychiatre. Et si j'ai besoin, je peux l'appeler, mais il me fait confiance. Ça, c'est peut-être le plus important. C'est qu'un thérapeute fasse confiance à son patient. Et nous sommes des personnes dignes de confiance, au même titre que vous. Et au-delà du traitement, vous soulignez également l'importance, pour ne pas dire la prédominance du comment sur le pourquoi. Vous pouvez expliciter? Oui, tout à fait. J'ai commencé il y a quelques mois un travail avec une psychologue. J'avais un peu laissé tomber les psychologues, puis je me suis rendu compte avec l'aide de pas mal de personnes que ça pouvait m'être utile. Mais non plus pour chercher le pourquoi de mes troubles. J'ai fait un long travail d'analyse, je connais les causes de mes troubles et j'ai pas envie de remuer toute l'histoire pendant 150 ans, si Dieu me prête vie. Mais j'ai souhaité commencer un travail avec une thérapeute comportementaliste pour apprendre comment vivre avec ce qu'il me reste de troubles psy, comment les gérer au mieux, comment en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Alors c'est devenu une force de l'expérience déjà. Je découvre par exemple que l'angoisse peut être un moteur au lieu d'être un frein. Et que donc, c'est pas forcément grave d'avoir des crises d'angoisse. Le tout, c'est comment est-ce qu'on les vit. De ne pas se laisser envahir par l'angoisse, mais de savoir la gérer par des techniques très simples. Alors, il y a des plantes, il y a la respiration, il y a la parole, et il y a la réflexion, il y a la vie spirituelle, à laquelle je tiens beaucoup, et qui m'a beaucoup porté, et qui en porte d'autres, qui vous portent, vous aussi. Du moins, c'est ce que je vous souhaite. Donc, tous ces outils, je me suis vraiment fabriqué une boîte à outils. Tous ces outils font qu'aujourd'hui, je peux encore parfois être débordée par une crise d'angoisse, mais ça devient de plus en plus rare. J'apprends au contraire à y voir un indicateur de quelque chose et à apprendre comment vivre avec ce mouvement. Une crise d'angoisse, c'est un mouvement très fort, très puissant. Comment vivre avec ce mouvement et comment faire une force. Alors, ce par quoi je pourrais terminer, c'est que le simple fait de participer à ce forum, et je remercie les organisateurs de m'y avoir invité, est pour moi une façon de faire voler en éclats les frontières. Je m'invite au même titre que des professionnels. Et ça, c'est une belle reconnaissance. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci et bon rétablissement pour cette rage dedans. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.